3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Enguerrand Artaz nous accompagne, stratégiste macro à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Chollet d'être à nos côtés également, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir messieurs. Et merci à Vincent Chéniaud de nous accompagner, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Une des questions qu'on peut se poser à la veille de ce jour de libération tel qu'il a été défini par Donald Trump, Vincent, c'est de savoir est-ce que ce jour de la libération marquera le franchissement d'un pic d'incertitude pour les investisseurs, pour les agents économiques. On a beaucoup expliqué ces derniers temps que l'incertitude en tant que telle générait des dommages sur la confiance, sur l'économie également. La question étant, est-ce qu'on va y gagner en visibilité demain ou est-ce que également une autre façon de voir les choses, de se dire qu'on pourrait avoir les tarifs sans beaucoup plus de visibilité sur le cadre des tarifs qui pourrait rester également très mouvant encore, même une fois annoncé demain. Oui. Non, je ne pense pas que ce soit la fin de l'incertitude. Un pic d'incertitude peut-être, parce qu'effectivement c'est une date qui est crainte et très attendue. Mais on sait que les annonces de demain ouvriront la voie à des négociations. Et donc, la question n'est pas seulement celle de la sévérité des droits de douane, du niveau de droits de douane, et de quel secteur et pays ils toucheront, mais aussi leur durabilité. En l'occurrence, est-ce que les négociations conduiront à ce que rapidement ces droits de douane soient diminués ou pas. Donc, on passe effectivement une date très importante, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, loin s'en faut. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie conviction au sein de cette administration pour rééquilibrer les échanges internationaux via les droits de douane. Cela implique des risques pour l'économie, des risques d'inflation, des risques de récession. La grande question, c'est jusqu'à quel moment le président Trump exige que les dégâts sont trop importants ou les risques politiques sont trop importants. Trump nous dit être concentré sur le moyen terme, le long terme. Il veut véritablement changer l'ordre mondial au niveau des échanges et de la défense. Le problème, c'est que le temps politique est beaucoup plus court. Ouais. Et en l'occurrence, très rapidement, vont se profiler les élections de mi-mandat à l'automne 2026 et un choc stagflationniste avec notamment un ralentissement sensible de l'économie qu'on voit poindre déjà à l'horizon, pourrait très fortement pénaliser les républicains. Et d'ici là, donc, engendrer un changement de cap de l'administration Trump. Ouais. Toute la question, c'est de savoir effectivement jusqu'où cette administration peut tenir ses convictions face à des marchés ou une économie même qui deviendrait vacillante. Exactement. Ouais. Et Trump nous dit être concentré sur Main Street, donc sur les ménages, plutôt que Wall Street, plutôt que les marchés. En réalité, les deux sont quand même se rejoignent assez vite quand même. Intimement liés. Ouais. En l'occurrence, si on regarde les enquêtes auprès des consommateurs, aussi bien l'enquête du Michigan que l'enquête du Conference Board, elle envoie des signaux quand même assez alarmants, notamment au regard de la confiance sur le marché de l'emploi, également des perspectives de revenus qui se dégradent très fortement. Y compris pour des électeurs républicains. On sait que c'est l'intérêt de ces enquêtes, c'est qu'elles sont alors très polarisées, mais qu'on a le détail effectivement du sentiment par appartenance politique, si je puis dire. Elles sont très polarisées et c'est clair que le pessimisme est beaucoup plus grand auprès des électeurs démocrates, mais il n'empêche qu'en moyenne, dans l'ensemble, le sentiment se dégrade. Dans un environnement où déjà la croissance au premier trimestre va être très molle, probablement marginalement positive, donc un ralentissement brutal qui probablement a peu à voir avec Trump lui-même, mais il n'empêche que la dégradation de la confiance du consommateur, mais également des entreprises, si on regarde l'indice de confiance des CEO en particulier, qui s'est effondré, et ça c'est très clairement lié à cette question de droits de douane, on peut quand même s'inquiéter et je pense que assez rapidement, les républicains devront faire face à un choc de réalité qui est celui des élections de 2026. Ouais. Enguerrand, comment on fait des hypothèses là ? D'ailleurs, quand on suit le discours, les paroles des gens qui comptent dans l'administration américaine, qu'on a identifié comme étant les gens qui pouvaient compter, influer, emporter des décisions auprès de Donald Trump, à quoi est-ce qu'on s'attend demain ?
Objectivement, par rapport aux personnes qui ont pu s'exprimer, ou on va dire au bruit de couloir qu'on a pu avoir, on a à peu près tous les scénarios sur la table aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui prend rien qui se le lead. On sait quelles sont les questions. C'est est-ce qu'on s'alignera vraiment sur les taux pratiqués par chaque pays, ou est-ce que ce sera un taux un peu plancher pour différentes catégories de pays? Je précise juste, le commissaire européen au commerce, Šefčovič, était donc la semaine dernière, il a fait une tournée US, je crois qu'il était en Chine également. Il est revenu des États-Unis en assumant l'hypothèse qu'il y aurait 20% de tarifs supplémentaires sur les produits européens importés. C'est ce qu'il a ramené de Washington. Alors, ce qui pour le coup, n'irait pas spécialement dans le sens de tarifs réciproques, parce que c'est pas du tout le taux qui est pratiqué par l'Europe sur les importations américaines. C'est quoi, nous, de l'ordre de 2,5, c'est ça, en moyenne? Ça n'avait pas ça, autour de 3. 3, c'est pas très éloigné. En fait, d'ailleurs, c'est ça le gros sujet. C'est qu'en fait, si les États-Unis s'alignent juste sur ce qui est pratiqué par les autres pays, c'est un peu embêtant pour certains émergents, plutôt des taux autour de 10. Pour les pays développés, en réalité, en moyenne, ça change quasiment rien. Donc, est-ce qu'on sera sur ça, auquel cas c'est un peu bénin, ou est-ce qu'on sera justement sur des paliers un peu supérieurs? Est-ce qu'on prendra en compte la TVA ou pas? Ça, c'est quand même ça la grosse question, parce qu'en fait, c'est ça qui pourrait expliquer les 20% en fait aux États-Unis, c'est qu'on prenne en compte intégralement la TVA. Ils sont vent debout contre la TVA. Donc, mais qui n'est pas un problème concurrentiel, parce que ça touche également les produits européens. Et puis après, ça sera évidemment, comme c'était rappelé avant, la durabilité, est-ce qu'il y aura des marges de négociation ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les scénarios sont sur la table. Ce qui est sûr, en revanche, et là, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que une chose qui se dégage, c'est qu'il y a une vraie volonté d'imposer ces tarifs, éventuellement de négocier après, mais de négocier avec des tarifs qui sont en place, et parce qu'il y a une conviction dans au moins une partie de l'administration Trump que c'est la voie un peu sacrée pour ramener de l'argent dans les caisses du Trésor américain, et que c'est ça qui permettra de financer des baisses de taxes sur les entreprises, ensuite de baisses de taxes sur les ménages, etc. Donc, ce qui me semble, en tout cas certain, même si c'est le détail, on verra ce qui sera annoncé, c'est qu'il y aura quelque chose de mis en place, et qu'à mon avis, ce sera relativement et qu'il en restera quelque chose. Mais comme finalement, il en reste quelque chose du Mexique et du Canada. Il y a eu des choses qui ont été postponées, qui ont été plus ou moins négociées, mais il y a quand même 50% à peu près du volume d'importation du Mexique et grosso modo 2 tiers pour le Canada, où les droits de douane ils sont en place. C'est ça. Donc, même en intégrant les produits exemptés qui font partie de l'accord de libre-échange nord-américain. Les 20% sur la Chine, ils sont encore là. Donc c'est un peu ça d'ailleurs qui est nouveau à Trump, c'est que là, c'est pas juste on met en place, on négocie, puis on enlève. C'est on met en place, on postpone, mais il y a une partie qui reste. Et je pense que ce sera exactement la même chose avec ce qui sera annoncé demain. Et ça peut marcher. Enfin, je veux dire, on peut trouver un équilibre pour financer ne serait-ce que la prolongation des baisses d'impôts. J'entends qui sera l'autre grand sujet, sans doute avant les élections de mi-mandat. Ce sera peut-être le sweetener, l'adoucisseur que Trump veut réussir à mettre en place avant les élections de mi-mandat. Ça peut coïncider, correspondre, ou on est loin en termes d'ordre de grandeur? Théoriquement, à volume constant, prenant en compte un peu l'inflation et tout, on peut se dire que théoriquement, ça peut presque un peu matcher. Presque, parce qu'en réalité, ça ne matcherait pas complètement. Mais ça peut presque un peu matcher. Sauf que ces tarifs sont en place, ça ne sera pas à volume constant. C'est évidemment pas possible. Donc, ça affectera la demande, on en parlera probablement sur le consommateur, ce que ça peut signifier pour la demande. Mais il y aura de la perte en ligne au fur et à mesure. Il y aura de toute façon de la perte en volume. En plus, il y aura des choses qui seront compensées peut-être par des effets de viso. Donc, en réalité, non, ça ne peut pas être la source de financement de baisse de taxes massive. Le problème, c'est que ça semble être une croyance très ancrée dans une partie de l'administration américaine. La conviction, effectivement, mais comme ils ont la conviction que les tarifs sont payés par les entreprises qui exportent vers les États-Unis. Alors, elles peuvent prendre sur leur marge. Ce sera une des questions aussi de voir comment les entreprises réagissent face à ces barrières tarifaires. Ces entreprises sont les entreprises américaines. Oui. François, la question des tarifs, effectivement, on aura peut-être des éclaircissements demain. Le marché s'est préparé un peu, beaucoup, un choc important, minime Alors, il y a beaucoup de signaux pour dire que le marché s'est préparé. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours du mois dernier. C'est vrai que sur les tarifs, je vois ma vision a totalement changé en l'espace d'un mois et demi. Au moment de l'élection, on se dit on va utiliser les tarifs pour avoir des négociations géopolitiques, pour avoir de l'influence, pour essayer d'obtenir des deals à la manière de Donald Trump. Et après, quand on se penche sur l'accord de gouvernement auprès des Républicains, on a un package avec de la croissance économique qui, sur 10 ans, devrait amener à peu près 2600 milliards. On a des économies, celles qui sont mises entre les mains de notre
Elon Musk, trillions s'il en est, à hauteur à peu près de 2000 milliards. Ça fait un d'économie de c'est l'objectif, 500 milliards. c'est l'objectif, oui. Et en face de ça, vous avez des promesses de baisse d'impôts qui sont difficilement tenables et donc qui rendent obligatoire, en fait, pour Trump, l'idée de collecter à peu près 200 milliards par an de tarifs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré dans sa pleine Mais vous n'êtes pas le seul, mesure, François. Parce que tout simplement, on était habitué à la version 1 de Trump à l'époque d'un Twitter, et on a une deuxième version qui a changé quand même de braquet sur ces sujets-là. Et je partage l'idée qu'on atteint, je pense, en cette veille du Liberation Day, le pic des incertitudes. Et je pense, en tout cas j'espère, qu'on aura un petit soulagement, tout simplement parce que j'ose espérer que ces tarifs ne soient pas déraisonnables en termes de niveau vis-à-vis des partenaires, notamment européens. Ouais. Un point qui a été relevé, je le cite, par un de vos confrères, Gilles Mouek, chef économiste d'AXA, qui s'exprimait notamment après le papier de Stephen Myron, la doctrine Myron, etc. Avant même de parler du fond, il constate le changement d'état d'esprit des personnes qui entourent Trump par rapport à la version 1. On avait Steve Mnuchin, Gary Cohn qui étaient des banquiers bon teint, Goldman Sachs. On est là pour faire des deals, on est là pour faire du M&A. Là, c'est des gérants de hedge funds. Scott Bessent, Stephen Myron, ils sont passés par la gestion de hedge funds avec des succès dans leur carrière. Un gérant de hedge fund, vous le savez aussi bien que moi, alors il prend beaucoup de risques, il peut sauter évidemment facilement à la fin de la journée, mais c'est aussi quelqu'un qui est convaincu qu'il peut gagner de l'argent contre le marché. C'est Soros, la Banque d'Angleterre, etc. Et avec des convictions fortes, on peut aussi gagner beaucoup si on est capable de tenir des positions dans un marché qui ne serait pas forcément dans votre sens. Alors, il y a une condition qui me Donc ça marche un temps, mais ces gens-là ont gagné beaucoup d'argent en tenant des positions contrariantes et en ayant des convictions contrariantes face au marché et face à l'ensemble des investisseurs. On est assez habitué à prendre quelques positions contrariantes. Oui, j'entends. Ce que je veux dire qui est intéressant, c'est que c'est un état d'esprit différent. On a un retour quand même de la part des pays qui font l'objet de ces tarifs d'une violence que je n'imaginais même pas. On a entendu le Premier ministre canadien s'exprimer. C'est un changement de paradigme là aussi dans la façon de répondre. C'est un vrai coup de canif dans la relation. On a changé de braquet. Il n'est plus une discussion commerciale. Et on a vraiment changé de braquet dans les relations. Ouais. Et donc, est-ce que c'est une élastique qui peut continuer à se tendre ? Je pense. Avec des phénomènes de boycott aussi, des Canadiens, moins de vols du Canada vers les États-Unis. Dans les supermarchés américains, on met bien en avant que c'est du Made in America et qu'il y a du Made in Canada. Enfin, je veux dire, c'est aussi en Europe, vous voyez aujourd'hui, par exemple, des alternatives à Microsoft Office et qui ont un succès qu'ils n'ont jamais connu jusque-là. Et c'est des téléchargements qui se multiplient par milliers et par milliers, alors que c'était des choses qui étaient plutôt confidentielles jusqu'alors. Ça veut dire que ces réactions-là, elles arrivent peu ou prou dans tous les pays qui sont aujourd'hui sous le feu des critiques de l'administration Trump. Clairement, je pense, en tout cas j'espère, donc pour terminer là-dessus, que demain on verra en fait le chiffre et que ce chiffre sera plutôt de nature à nous soulager par rapport à ces craintes qui sont un peu irrationnelles. Le marché ne déteste rien moins que l'incertitude. Là, on est en plein dedans. Effectivement. Est-ce qu'on dépasse un pic d'incertitude quand même de ce point de vue-là ? Donald Trump, il y a une semaine, je crois, avait eu cette déclaration sur l'idée d'une forme d'indulgence. Vous verrez, les tarifs réciproques seront plus indulgents que ce que vous imaginez. Les impacts boursiers, lorsqu'on les regarde, ils sont quand même d'une ampleur absolument historique. Sur des segments... j'ai quelques idées comme ça qui viennent en tête sur les valeurs françaises, mais on parlait des vins et spiritueux. Si vous regardez le parcours boursier de Pernod Ricard depuis un an, on a un titre qui a été plus que divisé par deux sous les anticipations de ces menaces essentiellement. Vincent, il y a aussi la grande interrogation, la grande incertitude sur la manière dont les partenaires ou ennemis commerciaux vont réagir. Ursula von der Leyen dit aujourd'hui l'Europe négociera dans une position de force face aux Américains. Mario Draghi, il y a quelques jours, posait ouvertement la question. Il faut vraiment se demander est-ce qu'on retaliate, est-ce qu'on répond ou pas ? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet, et quelle est la meilleure manière de répondre ? Je crois que c'est compliqué, j'imagine, Vincent. Je crois que l'Europe
reprend le modèle, le template de 2018. Ouais. Bon, là, c'est plus grave, plus sérieux. Mais effectivement, il y a pas mal de débats, de discussions sur la stratégie, sur la réponse, avec certains désaccords au sein de l'Union européenne. L'Allemagne, qui manifestement est une grande puissance exportatrice, plutôt favorable à une réponse mesurée pour ne pas entrer dans une escalade qui serait très coûteuse. La France est un peu plus dure. Je crois que l'Europe se prépare. Madame Lagarde a témoigné devant le Parlement et disait que des tarifs, des droits de douane de 25% impliqueraient un choc négatif de croissance de 0,3 points de PIB, mais avec une réponse dure de l'Europe, ça pourrait être 0,5 points. C'est ça. Alors je pense que ces estimations sont assez conservatrices parce qu'il y a également un choc de confiance qui est très négatif. Donc le risque sur la croissance est clairement très significatif. Je pense que l'Europe a des leviers, mais entend utiliser ces leviers pour négocier. Et en l'occurrence, ces leviers, c'est d'abord les achats d'armement, parce que même si on veut construire une défense plus souveraine, plus autonome, plus indépendante, à court terme, on va devoir acheter américain. Il y a également l'énergie, avec le gaz liquéfié en particulier. On a également tout ce qui est digital. Le service. Les services digital, la banque. Mais bien sûr. Donc là, je pense que où les États-Unis sont très excédentaires vis-à-vis de l'Europe. Hein. Voilà, là, on a des secteurs sur lesquels les Américains sont clairement très dominants, avec notamment au niveau des banques une situation oligopolistique aux États-Unis qui leur confère des marges très importantes et qui leur permettent d'attaquer le marché américain. Européen, pardon. Donc là, il y a une possibilité de réponse. Et puis plus généralement, l'Europe peut également se repositionner dans le concert international, essayer de développer des relations commerciales avec d'autres pays. Là, on parle du Mercosur, on parle de la Suisse. Trump va accélérer ce mouvement de reprise. Alors, on a vu là aussi en Asie, spectaculaire. Chine, Japon, Corée, Australie sont prêts à réactiver effectivement des programmes de libre-échange, etc. Ça, c'est quelque chose qui va... Ça va être une réponse du monde face à Trump, ça ? Manifestement, une diversification des débouchés commerciaux. On sait que le marché américain est très important, mais il va falloir trouver des alternatives. Et donc, le risque pour les États-Unis, c'est quand même d'être moins dominant dans ce concert international et de laisser les autres développer des relations. Donc je pense que l'Europe a des armes à faire valoir, pourra négocier. Je crains que l'annonce de demain soit quand même assez douloureuse. Je pense qu'ils vont essayer de taper assez fort. Mais cela ouvrira, encore une fois, la voie à des négociations. Et donc, les nouvelles ne seront pas bonnes, mais quand même, on aura passé ce pic d'incertitude et on entrera dans une période de négociation. Ouais. Avec de possibles bonnes surprises à l'issue de ces négociations. Voilà. Sur le plan des banques centrales, qu'est-ce que tout ça peut impliquer ? Alors, il y a évidemment la partie tarifaire, et puis, j'allais dire, il y a la course aussi de l'économie telle qu'on la mesure aujourd'hui. Sur l'économie américaine, effectivement, alors que le coup de balancier est quand même très, très violent, ne serait-ce que dans les enquêtes de sentiment, de morale. Je pense que beaucoup de gens sont pris à revers, effectivement, par la conduite de la politique par Trump depuis 70 jours maintenant. Est-ce que ça met en péril, effectivement, la réalité de l'économie américaine en guerre ? Voilà, la réalité de l'économie américaine, probablement. On a une économie américaine qui a été depuis 2 ans un petit peu stratosphérique, en tout cas en apesanteur, liée d'une part à la consommation, d'autre part à la dépense publique, il ne faut pas l'oublier quand même. Là, cette année, la dépense publique, il ne faut pas trop anticiper ce que peut faire Musk. En réalité, je pense qu'en économie budgétaire, ce ne sera pas si fort que ça, mais l'impulsion budgétaire risque d'être marginalement négative. Et surtout, la consommation, elle, risque d'être affectée. On a parlé des enquêtes de sentiment des consommateurs du Michigan, du Conference Board. C'est quand même très mal orienté, avec 2 craintes principales. Une crainte sur l'emploi, qui est très claire. On commence à voir quand même des chiffres d'emploi qui, à nouveau, se dégradent. On avait eu un petit soulagement sur novembre-décembre avec un petit peu d'amélioration du marché du travail, puis là on voit qu'on repart sur des tendances un peu plus mauvaises. On verra le rapport emploi vendredi. Et puis une deuxième inquiétude qui est très claire sur l'inflation. Et ça... Donc moins d'emplois, plus d'inflation. C'est un peu ça le schéma auquel on se prépare. Oui, et en tout cas, alors presque
plutôt que plus d'inflation, je parlerais plutôt simplement de prix plus élevés. Parce qu'en fait, je pense que le sujet, il est là. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qu'a voulu dire la Fed quand Jean Powell nous a dit, a repris ce terme de transitoire, alors, qui n'a pas vraiment porté chance à la Fed la dernière fois qu'ils l'ont utilisé, mais on comprend l'idée, et ce qui est assez logique, parce qu'en fait, une hausse de tarifs, presque assimilable à une hausse de taxes ou à une hausse de TVA, ça a un effet haussier directement sur les prix, en tout cas s'ils sont passés aux consommateurs, mais ça, a priori, pas d'effet d'entraînement, puisque ça ne vient pas d'un déséquilibre offre-demande, c'est un changement de taxe. Simplement, donc c'est pas, par nature, normalement pas durable. Et le problème que l'on a en face, c'est qu'on a un consommateur dont le moral a énormément baissé, qui en termes de réserve d'épargne, mis à part le top décile de la population, a plus rien. Grosso modo, il y avait une enquête de la Fed de New York il y a 2 semaines. Parmi toutes les questions qui sont posées, il y a la question de savoir si les ménages sont capables de faire face demain à une dépense imprévue de $2 000. On est au plus bas niveau depuis le début de l'enquête. Donc en fait, il n'y a plus de réserve chez les ménages. Il y a une inquiétude sur l'emploi, donc sur les revenus du travail. Si à ça, on ajoute un choc haussier sur les prix, la mécanique, elle est simple. Ça va casser la demande, donc casser la croissance américaine, et ceci dit, par ricochet, casser aussi un peu le risque de spirale inflationniste, parce que si on a une hausse des prix et que ça casse la demande, généralement, c'est pas comme ça que se met en place une boucle inflationniste. Donc, je suis pas très inquiet sur la partie inflation, beaucoup plus sur la partie croissance, et en tout cas, dans ce qui est ressorti des derniers discours de la Fed, en tout cas de Jérôme Powell, je pense que c'est un peu l'inquiétude qu'a aussi la Fed. Et le marché reprice d'ailleurs un peu quelques baisses de taux là. Enfin on est un peu au-dessus de 3 d'ici la fin d'année. Donc on partait de 1 et quelques début d'année. Encore entre 1 et 2 et on est plutôt entre 2 et 3. D'accord. 3. Bon, là, donc et potentiellement, alors qui est un chiffre, à mon avis, encore un peu entre deux, parce que soit tout se passera bien, on aura 2 baisses de taux, soit tout se passera pas bien du tout, et on aura, à mon avis, plus que 3. Mais en tout cas, on voit qu'on on se concentre beaucoup plus sur ce côté croissance que sur ce côté inflation. D'ailleurs, les publications du Michigan ou autres ne font plus du tout réagir les taux à la hausse. La composante prix payé de l'ISM n'a pas du tout fait réagir à la hausse. Il y a l'inquiétude, elle est sur la croissance, sur la consommation aujourd'hui. On verra, ce sera intéressant de voir le comportement des entreprises américaines dans les secteurs concernés par les tarifs. Je crois que c'est la Fed de Richmond qui demande aux entreprises qu'est-ce que vous faites si demain, effectivement, les prix entrants augmentent. Est-ce que vous répercutez un peu, beaucoup, pas du tout. Il y a quand même une bonne majorité d'entreprises qui disent ah oui, moi je passe, j'essaye de tout passer, quoi. On est encore dans cette logique de se dire je vais essayer de tout passer comme on l'a fait pendant le premier choc inflationniste. Elles ont encore ce pouvoir de fixation des prix, les entreprises, là, aujourd'hui, ou pas Peut-être pas toutes. Les secteurs sont à discriminer et je dois dire qu'on voit en tout cas se creuser un certain nombre d'écarts dans les valorisations depuis maintenant un mois, où on tient compte du fait, je pense, que la possibilité de passer des hausses de prix ne sera pas uniforme en fonction des différents types de dépenses dont on parle pour les ménages. Après, je trouve qu'on est... encore une fois, très enclin à anticiper la 128e récession des États-Unis en 2025. La 128e récession annoncée depuis maintenant 2020, parle depuis. Mais je suis d'accord avec vous. On a encore un marché. Mais ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de récession aux États-Unis. Entendons-nous, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de respiration. Je dis simplement qu'on est en train, là, de constater simplement un ralentissement fort et puissant pour plein de raisons qui peuvent être et techniques de stockage et liées à ces élections et à cette perte de visibilité pour les agents économiques, qu'il s'agisse des ménages d'ailleurs ou des entreprises. Pas toutes les entreprises, on a des plans d'investissement qui sont quand même encore extrêmement massifs dans la tech, donc c'est pour dire que... mais même dans la tech, on n'est plus aussi... je veux dire, on contient les ambitions, quoi. Microsoft va faire ses 80 milliards de capex cette année, mais Microsoft nous dit je ne ferai pas autant l'an prochain. Ce sera peut-être le pic. Oui, écoutez, c'est une bonne idée de s'exprimer comme ça. Ça nous permet à nous de nous renforcer un peu le compte sur un qui me paraît revenu à des valeurs raisonnables. Donc c'est pas l'idée de dire simplement que je ne suis pas dans un scénario pour 2025 qui intègre une récession américaine, c'est-à-dire plus d'un trimestre de repli de l'activité économique. Je pense qu'il y a encore... On a peut-être perdu le put de Trump sur le marché, mais je crois qu'il y a encore Powell qui attend son heure pour, je pense, agir et communiquer au marché. On a un marché du travail qui, effectivement, s'est un petit peu rééquilibré.
Enfin, on rêverait tous d'avoir les chiffres d'emploi qui sont connus aux États-Unis avec les statistiques de salaire qu'ils ont pu avoir depuis quelques années. Donc, il faut remettre les choses aussi un peu au milieu. L'Europe, en face de cela, est en train, économiquement en tout cas, de surprendre un peu favorablement. Ça peut continuer ? On peut l'espérer en tout cas. Cette idée-là que le monde réaccélère quand les États-Unis ralentissent, c'est une idée qui est valable encore Oui, puis vous savez, quand on rentre dans une économie de guerre, on commence à faire des plans d'investissement, etc. On a quand même le sentiment qu'arrive un effet multiplicateur dans l'économie qui va jouer favorablement, en tout cas pour une économie qui était plutôt à l'arrêt. Ça redonne un peu de visibilité et de confiance s'il en manquait. Et puis, on a le sentiment aussi que d'autres zones commencent à contribuer favorablement. Je pense à l'Asie, à la Chine, par exemple, qui est plutôt dans une tendance de reprise. Ça fait maintenant 1 an du point de vue des marchés financiers. Ça fait, d'un point de vue de l'économie, un peu moins longtemps. Mais en tout cas, c'est devenu quelque chose qui contribue favorablement à la croissance économique mondiale. Et donc, je trouve qu'on est dans un contexte 2025 où, certes, on va pouvoir réviser peut-être un peu à la baisse la croissance mondiale en dessous de 3%. Mais on n'est pas dans un scénario, pour l'instant, d'un atterrissage brutal des économies développées et des économies émergentes en 2025. Ça tient, ce schéma, ce narratif, comme on dit, Vincent, d'un monde qui a décéléré pendant 2 ans quand les États-Unis, portés par cet exceptionnalisme, croissaient au-delà de leur potentiel. Et c'est vrai que 2025 était annoncé comme l'année d'une forme de rééquilibrage. On attendait déjà un ralentissement quand même de l'économie américaine. Est-ce qu'il peut être plus brutal et jusqu'où ? Et est-ce que l'idée d'une reprise cyclique du reste du monde reste valable ? Je crois qu'en effet, on assiste à la fin, en tout cas à la pause de l'exceptionnalisme américain. Ça oui, donc une forme de reconvergence. Par contre, l'économie mondiale a toujours besoin du moteur américain pour poursuivre sur son rythme de croisière. C'est vrai qu'on a une nouvelle un peu meilleure en zone euro et en Chine. Ce qui me semble particulièrement encourageant en zone euro, c'est notamment le cycle du crédit qui semble repartir, crédit bancaire en particulier, qui est plutôt un indicateur précurseur qui suggère une amélioration de la conjoncture. Ceci dit, voilà, on a une croissance qui reste faible en zone euro, et si on avait à subir un choc tarifaire commercial important, je pense que le choc de confiance serait quand même important. Donc oui, des nouvelles un peu meilleures, mais on a toujours besoin du moteur américain. Même chose en Chine, où on voit qu'effectivement la réponse politique est un peu plus forte, notamment vis-à-vis du consommateur, pour soutenir la consommation, vis-à-vis du secteur privé, et notamment du secteur de la tech, de l'innovation. Donc ça, c'est très encourageant. Mais voilà, là par contre, si on regarde l'impulsion de crédit, elle reste très faible. La masse monétaire également, très déprimée. Ça, ce sont quand même des indices qui nous disent que la reprise en Chine, si elle s'opère, va être très modérée. Donc on a besoin du moteur américain. Pour l'instant, en termes de fonction de réaction des banques centrales, les marchés sont très clairs. Le marché intègre un ralentissement global, notamment américain, mais un ralentissement global, alors qu'il voit l'inflation comme étant transitoire, y compris sur le marché de l'inflation. Vous voyez aux États-Unis, par exemple, les points morts d'inflation court terme qui sont tendus, mais par contre, les points morts longs, qui avaient beaucoup monté à l'automne, donc c'était le fameux trade de Trump, depuis se stabilise, voire recule un peu. Donc les inquiétudes de moyen long terme sur l'inflation ne sont pas en train d'augmenter. Donc le marché conclut que ce serait un choc d'offres temporaire, transitoire. Et dans ce cadre-là, la Fed n'hésiterait pas à baisser ses taux. Et c'est pour ça que le marché commence à intégrer davantage de baisses des taux de la part de la Fed. Donc désormais 3 cette année. Et puis pour la BCE, la confiance augmente également, puisque le marché intègre maintenant plus de 2 baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc la réaction du marché, la lecture du marché là-dessus est assez claire. Un choc commercial serait un choc d'offres impliquant une inflation temporaire et un choc négatif de croissance qui appellerait une réaction des banques centrales. Ouais. Le package allemand, combien il pèse dans cette histoire, Vincent ? Alors, on a compris que les effets d'une relance par les infrastructures, par les dépenses militaires, ça prendra peut-être du temps pour se voir dans les chiffres, mais il y a eu quand même un effet signal déjà. Et puis l'Allemagne va travailler à son prochain budget. Il peut y avoir aussi peut-être un peu d'accommodation budgétaire supplémentaire pour, je sais pas, le consommateur allemand, par exemple.
ça compte beaucoup dans la résilience de l'Europe, puisque c'est un concept qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Oui, je disais que le choc commercial pouvait coûter 0,5 points de PIB, mais c'est vrai que ça peut être compensé par le tournant historique qu'on a en Allemagne sur la politique budgétaire. L'impact en 2025 pourrait être assez limité, probablement plus fort en 2026-2027, mais oui, on estime que pour l'Allemagne, qui représente environ un tiers de l'économie de la zone euro, ça peut représenter un surplus de croissance de l'ordre de 1,5 points en cumulé sur 2025, 2026, 2027, voire plus. Donc c'est quand même un facteur positif, un facteur de soutien. Mais voilà, je dirais que ça amortirait un peu un choc commercial violent, mais pour autant, ça nous maintiendrait dans un mode de croissance plutôt modéré, plutôt assez mou. Si on regarde les choses du point de vue des marchés, avec les enseignements du premier trimestre, Enguerrand, on a compris que beaucoup d'investisseurs, alors pour plein de raisons, il y avait Trump, mais avant Trump, il y avait déjà des valorisations élevées sur un marché américain très concentré autour de la performance des Max 7, et donc sans doute le besoin de dérisquer un peu les portefeuilles de la part des investisseurs globaux. Trump a sans doute été un accélérateur de tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bref, il y a eu quand même une recherche de diversification en dehors des États-Unis. Alors ça s'est vu dans les performances. Je crois qu'on a 17 points d'écart en dollars entre le S&P 500 et le Stoxx 600 sur un trimestre, ce qui est exceptionnel. La Chine a très bien fait également. Et puis il y a eu des flux. Il y a eu quand même un début de rotation de flux assez intense qui a accompagné ce mouvement-là. Dans quelle mesure est-ce que ces tendances-là peuvent se prolonger avec tout ce qu'on a dit autour? Il y a deux choses. Il y a le relatif et l'absolu. Ouais. Alors déjà sur les flux, en réalité, ça c'est un argument quand même plutôt en faveur notamment de l'Europe. C'est qu'il y a un petit peu de redémarrage des flux, mais enfin, quand on regarde ce qu'on a décollecté depuis 2021, il y a beaucoup de place. Et notamment, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que bien sûr, on peut se dire les Américains vont racheter un peu d'Europe, bon, peut-être. Mais surtout, les Européens pourraient racheter de l'Europe. La décollecte sur l'Europe, elle vient notamment des Européens ces dernières années. Qui ont acheté les US. Qui ont acheté les US et qui ont vendu l'Europe. Donc ça, cette rotation-là, je pense qu'elle peut se poursuivre. Après, évidemment, si on a un scénario vraiment adverse, que les marchés américains continuent de baisser fortement, le découplage qu'on a eu en début d'année, on ne l'aura pas. Ça, pour moi, il est terminé. On peut avoir un peu de surperformance dans la baisse, ça j'y crois assez, notamment peut-être avec un dollar qui continuera en plus un peu à s'affaiblir sur un choc vraiment domestique américain. Ça me paraît très possible. En revanche, donc la surperformance, elle peut continuer. Après, vraiment le découpling, ça je ne crois pas. Et la performance positive des actions européennes dans un contexte adverse où les actions américaines baisseraient, ça me semble improbable. Mais la surperformance peut continuer sur l'Europe, sans doute un peu sur la Chine également. Aussi parce que ça rejoint l'idée des flux, mais globalement, que ce soit les valorisations ou le positionnement, oui, on a recorrigé, mais on est toujours très très loin d'être à des niveaux où les marchés actions américains sont ne serait-ce que médians et où le positionnement s'est rééquilibré au niveau des investisseurs globaux entre États-Unis et le reste du monde. Et notamment en fait sur tous les investisseurs hors États-Unis, parce que c'est ce que je disais en Europe, c'est vrai aussi pour les investisseurs asiatiques, notamment, on avait un exemple récent en Corée, jamais les Coréens ont eu autant d'actions américaines en portefeuille, je pense que c'est à peu près vrai pour toutes les zones géographiques. Et donc c'est déjà un mouvement de rapatriement de capitaux, quoi, d'une certaine manière. Oui, de rapatriement ou au moins de réorientation. Alors qu'un investisseur non américain a a priori un petit peu moins d'affect à dire là, qu'il y a trop d'incertitudes aux États-Unis, on rapatrie un peu ailleurs. Donc là, je pense que la surperformance, elle peut continuer des autres zones par rapport aux États-Unis. À la direction des marchés, ça dépendra énormément à la fois des annonces de Trump et puis de ce qui se passera après, parce qu'il y a le 2 avril, mais il peut y avoir encore d'autres choses. Oui. On a eu un nouveau concept ces derniers jours, quels sont les tarifs secondaires comme menace à ceux qui importent des choses venant de pays qui ne sont pas liés avec les géopolitique donc, cette fois. Voilà, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis après, il y aura les conséquences de tout ça. On a commencé à en parler sur l'économie américaine. Est-ce qu'on aura simplement un petit ralentissement, auquel cas c'est pas forcément très grave, ou est-ce qu'on aura quelque chose de plus sérieux, auquel cas, même si à la limite on n'a pas quelque chose de vraiment
très méchant sur la croissance. Compte tenu des valorisations qu'on a encore aujourd'hui, il y a de la place pour du de-rating encore supplémentaire. Ouais, j'entends. Bon, est-ce qu'on peut poursuivre sur la lignée du premier trimestre, François ? Sur les marchés, j'ai deux zones qui me paraissent intéressantes, ou deux constats. On se creusait un peu la tête en fin d'année dernière pour garder des actions américaines avec les niveaux de valorisation qu'on avait atteints. Et on avait un peu d'ETF en portefeuille pour avoir un peu de gestion passive. C'est quelque chose qui est beaucoup regardé aujourd'hui par les clients quand ils regardent les frais de la gestion. Voilà. On a utilisé un instrument qui est équipondéré, le S&P 500 équipondéré. On a été impressionné de l'écart de performance que cet instrument La résilience que ça apportait dans un portefeuille US. Quasiment 10 points d'écart. Alors, c'est intéressant parce que ça montre bien que la correction s'est faite par les excès. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est que c'est pas les Max 7 sont à moins 20, quoi. C'est vraiment un marché qui apure une situation qui était, à mon sens, d'exception. Pour la petite histoire, on a fait le chemin inverse il y a quelques jours, donc c'est juste pour dire qu'on est revenu sur le S&P et sur les investissements. Déjà un point d'entrée. On considère que c'est normalisé, et donc pour nous, on reprend le TF normal et on encaisse ces 10 points d'écart avec plutôt de la satisfaction. Le deuxième point, c'est que quand on regarde côté européen, la disparité de performance, elle est incroyable. On a dans notre maison historiquement une gestion plutôt dividend value qui caracole avec des performances à 2 chiffres et au-dessus, et des gérants qui sourient tous les matins quand ils arrivent au travail. Merci les banques. Merci les banques, merci l'énergie, on a des choses qui fonctionnent pas mal. L'autre point, c'est qu'on a des gérants croissance, des vrais, qui cherchent vraiment des entreprises capables de générer de la croissance à 2 chiffres, de bénéfices et de chiffre d'affaires chaque année, indépendamment du cycle. Et là, on a un marché européen qui sanctionne de manière incroyable, peut-être la hausse des taux que nous avons connue avec la marge d'escalier liée aux annonces allemandes, mais globalement, on a vraiment, pour moi, quelque chose qui vient d'effacer plusieurs années de c'est les ASML, les Novo Nordisk, etc., qui étaient des darlings il y a encore 6-9 mois. Exactement, et se pose la question de revenir gentiment sur des valeurs comme ça, et en l'occurrence, j'avais un comité d'investissement ce matin, et plutôt que d'aller renforcer aveuglément des indices pour remettre nos allocations à l'équerre de ce que l'on souhaitait, eh bien, on est allé chercher des fonds de croissance. Et donc, on a fait un investissement par style pour simplement montrer qu'on trouvait que les valorisations en multiples sont toujours élevées. Le PER des valeurs de croissance restera élevé. Mais si on le corrige de la croissance embarquée, de la visibilité, ce n'est pas toujours des niveaux qui sont soutenables. Alors, je parlais de Microsoft aux États-Unis, mais on a de très, très belles valeurs européennes qui ont corrigé alors qu'elles sont sur des tendances de fond extrêmement porteuses. Et même si les multiples restent élevés, je pense que c'est des points qui peuvent être intéressants à regarder. Novo, ça a dû perdre 50% effectivement par rapport au pic de l'été. Et c'est ça, avec des perspectives alors, qui ont peut-être évolué, mais à la marge. Les perspectives de croissance de bénéfices chez Novo, elles ont peut-être été un peu réajustées à la baisse, mais elles n'ont pas fondamentalement changé non plus. Il y a toujours 1,2 milliard d'obèses qui vont avoir besoin de molécules pour se traiter en fin de vie. Vincent, stratégie d'investissement pour entamer ce nouveau trimestre avec, encore une fois, les enseignements du premier trimestre derrière nous. Alors, dans la correction récente, on n'a pas non plus vu de panique, même si on a vu un assainissement très clair du positionnement des investisseurs et des valorisations. Mais on commence à voir quand même là qu'on est rentré, si on regarde les corrélations actions-obligations, on a une corrélation négative entre les prix des obligations et des actions qui nous dit quand même qu'on est clairement rentré dans un mode risk-off, risk-on. Donc le marché traite beaucoup sur les questions de confiance. Nous, on a tendance à penser qu'effectivement, demain, c'est un pic d'incertitude et que le repli des actions représentera une opportunité d'achat, avec toujours à court terme une préférence pour l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est inquiet parce que notre hypothèse centrale, selon laquelle Trump ne peut pas taper trop fort sur les chocs d'offres négatifs, cette hypothèse est quand même mise en question. À l'épreuve. Voilà. Sur l'obligataire, les rendements
rendement américain recule, ça c'est quelque chose qu'on a plutôt bien vu. Je pense qu'il y a encore un peu de place à la baisse, en tout cas tant que les inquiétudes sur la croissance subsistent. Au-delà, je pense qu'un autre thème plus tard cette année, mais ça va venir assez vite, ce sera la politique budgétaire américaine. Bien sûr. Et notamment ces baisses d'impôts qui aujourd'hui ne sont pas financées. Malgré tout ce qu'on entend sur Doge et les baisses de dépenses, la réalité est que pour l'instant, le succès de cette opération est quand même très mitigé et que les baisses d'impôts ne sont pas financées et elles ne seront pas financées par les tarifs douaniers. Donc des inquiétudes quand même à moyen terme sur la trajectoire du déficit et de la dette américaine qui vont quand même limiter, qui vont limiter la baisse des rendements. Je pense que pour l'instant, ce qui domine, c'est les inquiétudes sur la croissance et qu'il y a encore un peu de place à la baisse. Mais cette trajectoire budgétaire et de la dette va limiter, va mettre un plancher sur ces prime de risque qui s'installe quand même sur ce sujet-là, avec une majorité très fine, on le rappelle, pour les Républicains à la Chambre des représentants et 2 sièges de représentants d'ailleurs qui sont en jeu aujourd'hui en Floride, et ce sont des élections importantes effectivement pour la suite et notamment les questions fiscales et budgétaires. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir. Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de General Investments, François Chollet, président de Montségur Finance, et Enguerrand Artas, stratégiste macro à la Financière de l'Échiquier.